Mes chers camarades, bien bonjour. Les conflits, ça marque toujours les mémoires collectives qui peuvent forger des rivalités avec le temps, par exemple entre Français et Anglais à cause de la guerre de Cent Ans, entre les mondes musulmans et chrétiens à cause des croisades. Il y a un conflit médiéval assez énervé sur ce plan-là, c'est la croisade contre les Albigeois. Je suis très sensible à la double rivalité. D'abord, c'est une croisade religieuse, mais de chrétiens contre chrétiens. Et ça paraît absurde, mais ça existe. En plus de ça, elle s'est déroulée exclusivement au cœur de l'actuel territoire français. Donc encore aujourd'hui, ça peut échauffer des esprits qui sont régionalistes ou au contraire nationalistes. Heureusement que pour désamorcer cette colère des mémoires, il y a l'histoire, et oui, pour nous expliquer la croisade en profondeur, le musée Saint-Raymond de Toulouse organise une giga expo. Jusqu'au 5 janvier 2025, qui s'appelle Kata, à Toulouse, dans la croisade, on a donc questionné Laura Bertel, directrice conservatrice du musée et commissaire de l'exposition, pour en savoir un peu plus à ce sujet. Le musée Saint-Raymond, c'est le musée d'archéologie de Toulouse. C'est tout à la fois un musée de France, mais aussi un monument historique. On est dans la mur d'un ancien collège de la toute première modernité du XVIe siècle. Lui-même a assis en fait sur des fondations plus anciennes, médiévales, et c'est aussi un site archéologique puisque nous avons dans nos murs encore en place un petit bout de ce qu'était la nécropole, le cimetière autour de la première basilique Saint-Cernin, donc plutôt au 5e siècle, début du 16e siècle. Nos collections vont de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, c'est pour ça que nous proposons cette exposition consacrée à la croisade contre les Albigeois. Donc, on a vocation à explorer des sujets d'archéologie très vastes, mais aussi des sujets qui nous touchent particulièrement ici à Toulouse. Et c'est bien entendu le cas de la croisade contre les Albigeois. Notre exposition Kata, Toulouse dans la croisade, se déploie dans deux lieux. Vous y versez avec un seul et même habillé. Oui, et Saint-Raymond, ce sont plutôt les aspects militaires des croisades contre les Albigeois qui sont mis en avant, mais aussi une plongée dans le Toulouse du XIIIe siècle un angle qui n'avait vraiment été pris pour parler de la croisade contre les Albigeois et aux Jacobins. Nous sautons à pieds joints dans la question de l'hérésie, de ce qu'on appelle les cathares. Pourquoi est-ce qu'ils font débat aujourd'hui? Quelles sont les problématiques autour de la notion de catharisme? Qu'est-ce que l'Inquisition? Que sont ces châteaux cathares qui ne sont en fait pas cathares mais royaux? Ça c'est aux Jacobins, donc vous pouvez commencer soit par le budget Saint-Raymond, soit par les Jacobins. Si vous commencez par le musée Saint-Raymond, on vous fait entrer dans la croisade contre les Albigeois, comprendre quelles sont les forces en présence avant la croisade et pendant la croisade, les différents événements, comment s'appelle la croix, le bouclier des comtes de Toulouse, comment était le bouclier de Simon de Montfort, par exemple, dont des objets liés plutôt à l'histoire militaire de la croisade, et la plongée dans Toulouse au XIIIe, qui va vous amener dans le quotidien des gens en fait, qui ont vécu cette croisade. On a des notions autour de l'habitat, de l'économie de santé aussi des populations, du costume qui peut être une petite plongée dans la Toulouse après la croisade pour comprendre comment le roi de France a fait investir dans la ville. La ville se révèle après ces événements. Aux Jacobins, on commence par la définition de ce qu'est l'hérésie, de ce qu'est l'Église catholique médiévale entre le XIe et le XIIIe siècle. Sa réforme, ensuite, on entre dans la question du débat autour du catharisme. Qu'est-ce que ce mot? Pourquoi est-ce qu'il est jugé impropre par une partie des historiens aujourd'hui? Et puis nous abordons les thèmes assez lourds comme l'Inquisition, évidemment pour secouer quelques clichés attachés à ces notions évidemment très connues. Puis on termine avec la fin de l'hérésie ou ce qu'on considère comme étant une hérésie. Donc, l'Occitanie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est morcelée en fait au Moyen Âge, avant la croisade, pendant la croisade, et même après, il faut imaginer une mosaïque de princes et de seigneurs qui luttent âprement en fait pour la domination du Midi. Si on prend la périphérie de Stédois, on a plusieurs couronnes en fait qui interviennent. Le roi de France au nord, il faut rappeler que le comté de Toulouse est déjà dans le royaume de France au moment de la croisade. Le roi de France est le seigneur et supérieur des comtés de Toulouse. À l'ouest, on a les Aquitains, les
Plantagenet d'Angleterre, dont on imagine bien là la puissance de structure Villambousin qui va essayer en fait de conquérir Toulouse à plusieurs reprises à la fin du XIe et du XIIe, parce qu'ils estiment en être la dualité légitime. Problème de succession, et de l'autre côté nous avons le Saint-Empire romain germanique à l'Est, qui mord d'ailleurs sur la Provence. Et les comtes toulousains vont souvent jouer la carte du Saint-Empire contre la carte du roi de France, en plein cœur de la croisade, pour aller chercher un allié et peut-être essayer de rattraper une situation qui dérape. Enfin, au sud, nous avons le royaume d'Aragon. Les rois d'Aragon sont aussi comtes de Barcelone et comtes de Provence, dont opposés dans le Marquisat. Ils sont aussi positionnés au nord des Pyrénées. Je pense à Montpellier et ces Aragonais. On rêve, c'est de bâtir un vaste royaume à cheval sur les Pyrénées, dont dans notre Midi actuel. Mais également en Catalogne, ils vont le concrétiser pendant la croisade. Mais ces espoirs vont être franchis lors de la bataille de Muret, dont on parlera. D'un côté des troubles politiques qui agitent le Midi au XIIe siècle, il faut aussi compter sur ce qu'on appelle la réforme de l'Église dans l'Occident médiéval. Entre le XIe et le XIIIe siècle, on assiste à un véritable renouveau de la vie spirituelle religieuse. On a des expériences communautaires qui voient le jeu et en fait le clergé, l'Église cherche à unifier sous sa bannière toute la société chrétienne, à renforcer le rôle du clergé bien sûr, à s'accaparer aussi un certain nombre de richesses et puis à fixer une bonne fois pour toutes le dogme catholique, sa liturgie. Et donc tout cela, entre le XIe et le XIIIe siècle, ça crée un paradoxe. On a des communautés qui appartiennent d'ailleurs à l'Église dans un premier temps, qui vont nous dire, vous nous dites qu'il faut revenir à une forme de pureté évangélique apostolique, une forme de grande moralité du clergé, mais vous devenir une supercherie, vos archevêques sont parés de soi finalement. Mais vous faites dont l'Église va être confrontée à des mouvements dissidents, d'abord au sein même de ses rangs, au sein de la société civile laïque, qui revendique quand même de participer aux affaires religieuses, et donc dans le cadre de cette réforme, l'Église va tenter de créer une frontière extrêmement nette et dure entre le monde religieux qui ne doit appartenir qu'à elle et le monde laïque qui ne doit pas se piquer de faire de la religion. Et donc les hérétiques du Midi, ou devrais-je dire les personnes accusées d'hérésie dans le Midi, finalement voulaient participer à ce renouveau religieux et ont été écartées, combattues parce qu'elles ne rentraient pas dans le cadre que les religieux souhaitaient imposer à l'échelle de l'Occident. Donc ça fait au moins depuis le XIIe siècle en réalité que les terres du Midi sont pointées du doigt par l'Église, mais l'intervention militaire ne peut pas encore être déclenchée juridiquement. C'est l'assassinat d'un légat de l'envoyé du pape en 2008 qui va changer la donne. Pierre de Castelnau est assassiné dans le Midi et les sources disent ou accusent le comte de Toulouse. Cela donne le gros suspect au pape pour prêcher une véritable croisade. Il ne faut pas s'y tromper. Il est prêché avec tout l'appareil classique de la croisade, sauf que celle-ci ne se déroule pas outre-mer et sur des terres chrétiennes dont les seigneurs sont excommuniés, rajoutés au banc de la société chrétienne et leurs terres sont exposées en proie. Quiconque pourra s'en empirer deviendra le maître et donc cette croisade va prendre place. Militairement en 2009, à l'été 2009, une armée croisade composée de chevaliers du royaume de France mais aussi de Rome se rassemble sur les bords du Rhône, descend le Rhône et vient prendre pour cible les terres du vicomte Léman Roget. Alors pourquoi transcender la vicomte d'Albi, Carcassonne-Béziers? Eh bien, parce que le comte de Toulouse, qui était la cible initiale de la croisade, a réussi à détourner l'expédition militaire vers lui, vers son neveu, qui est aussi un vieux rival. On se sert aussi de la croisade côté méridional pour régler ses comptes féodaux vassaliques. Donc le premier événement très connu de la croisade contre les Albigeois, c'est la prise de Béziers le 22 juillet 2000. C'est un massacre d'une partie de la population et l'incendie partie de la ville. Les croisés cherchent bien sûr à faire un exemple, à semer la terreur afin que les villes du Midi ouvrent leurs portes. Après les massacres de Béziers, l'armée croisée se dirige vers Carcassonne, qui est l'autre cité importante, évidemment, de la vicomte d'Ansaval. Carcassonne, à l'époque, c'est une cité qui est beaucoup plus petite que celle que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Il y a une enceinte à moins, par exemple, mais la ville cède au bout d'un siège de 15 jours par manque de vivres énormément.
il va se passer à ce moment-là quelque chose de très important, c'est qu'on cherche à nommer le nouveau chef de la